Bonjour à tous, troisième podcast. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et franchement ça me manquait. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre issu de ma bibliothèque personnelle. C'est un livre de développement personnel qui s'appelle On gère sa vie, on ne la subit pas. Il a été écrit par Philip McGraw. Oh yeah. Édité chez Poche Marabout. C'est un livre qui nous permet de mieux nous analyser dans notre vie et de ne plus être soit victime, soit bourreau. Ce livre est divisé en 14 chapitres. Il aborde les différentes étapes à passer afin de vous permettre de faire le point sur nous, sur vous, sur ce qu'on est en fait en gros. Dans le premier chapitre, il est question de devenir réaliste, c'est son titre, devenez réaliste. Tout simplement, ça passe par commencer à faire l'analyse de ce qui va, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Pourquoi nous faisons des erreurs, pourquoi nous faisons des échecs et pourquoi ils se répètent. Cela passe aussi par se rendre compte de ce qui peut être dit autour de nous, concernant ce que les gens peuvent nous dire et ce qu'on peut très bien aussi interpréter par rapport à ça et vivre en fonction de ça. C'est très intéressant. Déjà, ça nous permet de faire une première base, premier pas dans vraiment l'analyse de notre propre personnalité. Au deuxième chapitre, je vais aller très vite, hein, vous allez voir, c'est vraiment des chapitres, enfin des résumés de chapitres très courts. Et j'espère qu'ils vous donneront envie de le lire, bien sûr. C'est le livre On gère sa vie, on ne la subit pas, de Philip McGraw. Alors ça s'écrit Philippe, Philip, Mac comme Grow. Alors Graw, Grow ou enfin bon, peu importe. Bon allez, après cette discrétion personnelle, on attaque le deuxième chapitre. Donc là c'est vraiment des condensés de chapitres que je vous ai fait, hein. Dans le deuxième chapitre, l'auteur nous pousse à comprendre pour cela ce que l'on est en fait. Il nous donne à nous interroger sur comment les gens agissent, nous aussi d'ailleurs, et pourquoi. En observant et en analysant les autres, et surtout en analysant les autres, ça nous permet d'avoir une longueur d'avance sur les faits et d'être actif plus que passif. Parce que c'est vrai qu'avant de travailler sur soi, on a plutôt tendance à être dans une période ou une phase de passivité, c'est-à-dire qu'on subit plus notre vie qu'on la gère ou qu'on l'habite même. Donc là, dans ce deuxième chapitre, le premier chapitre, c'est vraiment un premier pas dans l'analyse de soi. Le deuxième, c'est vraiment comprendre ce qui se passe et ce qu'attendent les gens et surtout ce que nous attendons de la vie. Et dans le troisième chapitre, toujours du livre On gère sa vie, on ne la subit pas, le troisième chapitre a pour titre Nous créons notre propre expérience. Alors le but est de nous faire reconnaître et d'accepter nos responsabilités, en clarifiant notre rôle dans notre vie et d'apprendre aussi à mieux choisir pour n'avoir que le meilleur. Bien évidemment, ce n'est pas valable que pour justement d'obtenir que le meilleur, mais c'est aussi possible d'obtenir le meilleur dans tout, notamment sur le plan relationnel. Si vous voyez que les gens ne vous parlent pas, moi je prends un exemple très concret, hein, si par exemple vous voyez que les gens ne parlent pas, c'est que vous avez quelque chose à comprendre vis-à-vis de vous-même. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc c'est à vous de l'accepter et de le reconnaître. Cela vous permettra de ne plus être victime, justement. Le but de ce livre, justement, de ce livre, On gère sa vie, on ne la subit pas, de Philip McGraw, c'est vraiment plus pour nous donner la possibilité d'être vraiment acteur de notre vie et ne plus être dans une phase de victime. On est dans une période où la victimisation est à outrance. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Mais c'est ce que je perçois. On est dans une société de victimisation ou de culpabilisation. Après, ça évolue peut-être, mais si on veut vraiment que les choses changent, il faut que des gens comme Philip McGraw, euh, qui ont justement rédigé ce livre, cette méthode, c'est plus une méthode qu'un livre quelque part, nous permet surtout de ne plus sortir, de ne plus rester dans ce rôle de victime. Là, je vais maintenant entamer le résumé du quatrième chapitre. Donc le quatrième chapitre a pour titre On fait ce qui nous satisfait. Déjà, rien que dans cette phrase, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai que quelque part, on est des êtres humains qui avons un besoin fondamental, mais même vital, de faire ce qui nous plaît. Après, c'est à nous de choisir les bons moyens pour y parvenir. Donc, du coup, dans ce chapitre, le quatrième chapitre, l'orientation est surtout mise sur le fait que, justement, chaque être humain a un besoin vital et nécessaire, faire ce qui lui fait du bien, ce qui le nourrit pleinement
et le rendre heureux. Ça, c'est fondamental, c'est ce que je vous ai dit en introduction. Mais attention, pour cela, il faut vraiment différencier ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux, avec ce qui nous leurre et ce qui nous trompe et ce qui nous dupe. C'est-à-dire, on est quand même des êtres intelligents, et on a la faculté de se tromper nous-mêmes et de se duper nous-mêmes. Après, on a une tendance à rejeter ça sur les autres, mais quand on comprend le fonctionnement de ce qui nous est propre, c'est-à-dire de vraiment nous saboter et puis d'être capable justement de nous mettre dans des situations très désagréables. Je parle dans le mauvais sens du terme parce qu'après on peut dire tout ce qui est sortir de sa zone de confort, c'est nous mettre dans des situations désagréables, pardon, pour nous faire avancer. Là, en l'occurrence, il est question vraiment de détecter ce qui nous semble être bien mais qui ne l'est pas. Par rapport à la nourriture, c'est vrai que si se nourrir correctement, c'est bien et ça fait du bien. Mais se nourrir de mauvaise façon, il y a une part de notre organisme qui va prendre ça pour quelque chose de bon, mais au final, ça va être plus délétère que profitable. C'est pareil pour la cigarette. La cigarette ou fumer ne nous fait sentir que bien que pendant un court moment. C'est dû à toutes les substances qu'il y a dedans. Mais après, c'est vrai ce n'est pas vraiment quelque chose de durable. Ça, ce quatrième chapitre est très intéressant justement. Je vais prendre un peu d'eau. Ça fait du bien. C'est magnifique. Même si j'enregistre, ça fait dans les conditions du direct, c'est sympa. Moi, j'aime bien faire comme ça. Ça me permet d'être un peu plus au contact de vous. Et j'ai l'impression que ça vous va aussi. Ça vous permet plus de vous sentir un peu plus à l'aise. Enfin, je sais pas. Après, si ce n'est pas le cas, transmettez-moi dans les commentaires, hein. Ça me ferait extrêmement plaisir aussi d'avoir ce retour. Donc là, nous abordons maintenant le cinquième chapitre, dont le titre est On ne peut changer ce qu'on ne s'avoue pas. Cette phrase est encore une fois pleine de sens. Notre honnêteté doit être mise en lumière, pas seulement envers les autres, mais envers nous-mêmes. Pour cela, nous devons reconnaître ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre vie, et d'arrêter de s'inventer des prétextes et de chercher au contraire des résultats. J'ai fait en sorte de bien reprendre le dernier passage parce que c'est vraiment le but, c'est de ne plus être dans des excuses, des fausses excuses ou des mensonges envers nous-mêmes, c'est surtout d'aller à la quête de résultats. Peu importe le chemin que ça prend et peu importe ce qu'on y met dedans. Ce qui compte, c'est d'avoir des résultats. Maintenant, sixième chapitre. La vie récompense l'action. La vie récompense l'action. C'est le titre de ce sixième chapitre. Pour cela, il faut avoir à l'esprit et dans le concret, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, non pas être dans un mental permanent, de prendre des décisions sages et de passer à l'action. Parce que tout ce qui reste dans la tête, reste dans la tête. C'est-à-dire qu'on peut se gaver, on peut se nourrir de X méthodes, de beaucoup d'apprentissage. Si on ne met pas en pratique, ça ne servira à rien. Comme dit à un enfant, regarde, tu t'imagines marcher, et encore le pouvoir de l'imagination est sans limite, hein, ça, vous êtes tous conscients de ça. Mais si on reste simplement dans le fait de dire, pense à ce que au fait que tu marches. Mais si on ne donne pas la possibilité à la personne de marcher, ce qu'il va, ce qu'il va comprendre, ce qu'on va influencer dans son esprit, ne servira à rien tant qu'il ne passera pas à l'action. Dans ce sixième chapitre, c'est vraiment la récompense et découle de l'action. Parce qu'il n'y a pas d'autre récompense. Si on reste dans le mental, on restera dans le mental, on tournera en boucle et en rond. Maintenant, on passe au septième chapitre. La réalité n'existe pas. Seul compte la perception. À ce stade, l'auteur nous montre que ce que nous pensons ou prenons pour réalité est simplement notre réalité propre. C'est-à-dire notre réalité propre à chacun, ce que nous percevons par rapport à des filtres qu'on a, nos éducations, nos croyances. Et c'est là où l'auteur veut mettre l'accent. C'est si on ne modifie pas en fait sa perception de sa réalité, qui n'est pas vraiment la réalité extérieure. J'entends extérieure par le fait de voir plus loin que sa propre vision des choses. C'est-à-dire qu'un arbre, lui, poussera et grandira d'une manière qui lui est propre, mais il ne grandira pas en fonction de ce que nous voyons de lui. C'est-à-dire que si nous voyons lui, notamment en automne ou en hiver, dénué de toute feuille,
nous, on a l'impression que cet arbre est mort, donc c'est notre réalité à nous. Mais pour lui, il est juste en repos. Je prends cet exemple basique parce que c'est celui qui me vient vraiment en tête, mais ça illustre vraiment parfaitement l'image en fait qu'on a tous de nos personnes, nos réalités, qui ne sont pas forcément celles qui existent en vrai. C'est pour ça que souvent on se trompe et souvent on fait les mauvais choix. Donc vraiment voilà, l'auteur veut mettre en avant dans ce 7e chapitre, la réalité n'existe pas, seule compte la perception. Ils veulent mettre en avant que nos filtres, à tous, je répète, que ce soit nos croyances, nos éducations, nous empêchent vraiment de voir la vie comme elle est. Et en fait, ce qui nous empêche aussi de vivre pleinement notre vie. On la subit plus qu'on ne la vit. Là, on arrive au chapitre 8, et nous arrivons au chapitre où, qui a pour titre justement le livre, on gère sa vie, on ne la subit pas. Simplement, pour gérer sa vie et ne pas la subir, l'auteur nous déroule en fait un programme ou une liste pour cela. Et ça s'établit sur 3 points. Premier point, c'est affronter les problèmes. Affronter les problèmes quels qu'ils soient et de n'importe quel ordre. Donc en premier, affronter les problèmes. En deux, se dire que si c'est difficile, ce n'est pas simplement pour nous montrer que ça ne va pas être possible, c'est juste pour nous montrer que quelque part après, il y a toujours moyen de goûter au moment de calme. Se dire que si c'est difficile, c'est pour mieux goûter au moment de calme. Deuxième point. Troisième point, les épreuves sont de magnifiques moyens ou tremplins pour nous distinguer. Ça, c'est indéniable, c'est que les épreuves nous permettent de grandir. Les épreuves, les étapes, les situations, les événements nous permettent de grandir. Tout ce qui fera que notre vie, tout ce qui fera en fait chemin avec notre vie, ou tout ce qui sera sur notre chemin plutôt, nous permettra de grandir et de nous distinguer. Donc je répète les 3 points pour ce 8e chapitre. Affronter les problèmes, se dire que si c'est difficile, c'est pour mieux goûter au moment de calme. Et enfin, les épreuves sont de magnifiques tremplins pour nous distinguer. On passe maintenant au chapitre 9. Nous apprenons aux autres la manière de nous traiter. Alors là, c'est vraiment ce qui touche à l'ordre du relationnel, c'est-à-dire le contact qu'on a les uns envers les autres. Plutôt que de se plaindre, arrêtons-nous et observons comment les autres nous traitent. Ça, c'est important, ce qui nous permet de comprendre ensuite que nous devons réajuster nos façons de parler, nos façons de nous présenter, nos façons d'être avec les autres, et d'obtenir ainsi des relations plus constructives et plus complètes, avec un vrai échange communicatif, avec quelque chose qui se passe vraiment de l'ordre du relationnel propre plutôt que de la rivalité. C'est-à-dire que si vous mettez 2 personnes en situation de discussion, si une personne part sur un sujet donné, l'autre personne n'écoute pas ou alors est bloquée parce qu'elle a quelque part un ressentiment envers cette personne ou un truc enfoui, elle va réagir en fonction de ça, notamment si la première personne lui explique un détail de sa vie sur laquelle voilà, c'est un peu difficile à... Enfin, le dialogue est un peu difficile. Et ça va amener quelque chose de complexe. Alors que si la personne qui a justement quelque chose envers la première personne qui lui parle, la personne A, si la personne B a quelque chose envers la personne A, il est plus intéressant et plus utile que la personne B dise concrètement ce qu'il est pour la personne A, et ça permettra d'établir un dialogue plus franc et plus ouvert, et non pas un dialogue fermé, retranché ou avec juste une bataille de position. Je m'étire un peu, mais c'est vrai que j'ai préféré vraiment détailler ce 9e chapitre qui est quand même très intéressant et qui est vraiment la clé de notre société et de nos sociétés. Ce qui fait on a beaucoup tendance à ne pas vraiment privilégier une bonne communication. Voilà, bon, je termine. Ça fait un peu long, je suis désolé. Chapitre 10, pardonner, c'est retrouver du pouvoir. Alors, pour cela, prendre conscience d'une émotion telle que la colère et voir ce que cela nous fait d'être amer, peut avoir sur, et aussi ce que ça peut avoir sur nous, permet de retrouver notre vrai pouvoir
et de le reprendre bien sûr à ceux qui nous ont blessés. C'est assez compliqué à comprendre. En fait, en gros, c'est plutôt que d'être dans la colère et dans l'amertume envers une personne, il faut surtout se dire, pardonner cette personne, parce que la première personne envers qui on est en colère, c'est envers nous-mêmes. Chapitre 11. Alors, le titre du chapitre 11, il faut savoir formuler avant de demander. C'est ce qu'on apprend aux enfants, mais c'est ce que les adultes oublient très vite. Simplement, pour cela, il faut définir clairement ce que nous voulons. C'est aussi simple que ça. Alors, définir clairement nous permet vraiment de sortir des réponses générales et abstraites, et en nous obligeant à aller chercher au plus profond de nous nos véritables envies, nos réels besoins et nos réelles attentes aussi envers nous-mêmes et envers les autres. Ce qui permet d'être un peu plus clair avec tout le monde. Chapitre 12. Alors là, chapitre 12, c'est plutôt un établissement en fait. C'est l'établissement de ce qu'on appellerait des domaines de vie. Et l'auteur nous invite à faire une visite guidée de notre vie. Pour cela, il établit en fait 5 domaines. Je pense que tous ceux qui ont commencé à faire du développement personnel, ceux qui ont commencé pour eux à faire du développement personnel, ont dû voir passer ces notions assez souvent. Alors nous avons 5 domaines. Donc nous avons le premier domaine, c'est le domaine personnel. Donc établir tout ce qu'on souhaite par rapport à un chemin de vie, tout ce qu'on souhaite par rapport à nos désirs, à nos envies. Après, il y a le deuxième, il y a le domaine professionnel. Donc ce qu'on attend au niveau professionnel, si on veut se réaliser, avec quel moyen, par quel biais. Troisième domaine, le domaine relationnel, ce qu'on attend des autres, et ce qu'on souhaite surtout avec les autres. Quatrième domaine, le domaine familial. Quelle est notre place au sein de notre famille, par rapport à notre couple, par rapport à nos enfants. Et le cinquième domaine, le domaine spirituel. Donc, c'est-à-dire vraiment avoir une ouverture. Franchement, qu'est-ce que ça peut aussi amener par rapport à ça, par rapport à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on est tous différents par rapport à ce domaine. On n'a pas les mêmes attentes au niveau spirituel parce qu'on va avoir des croyances différentes, on va avoir des façons de faire différemment aussi. Donc voilà. Pour cela, il faut vraiment établir tout ce que l'on souhaite en étant le plus clair et en étant le plus objectif possible. Ça nous permet d'être précis et ça nous permet d'établir vraiment une recherche personnelle sur ce qu'on souhaite dans nos vies. Maintenant, je passe au chapitre 13. Et là, il donne 7 étapes pour avoir la meilleure stratégie pour justement avoir une vie meilleure. Alors, première étape, c'est exprimer votre objectif par un événement ou un comportement précis. Alors, je m'explique. En, en gros, ça consiste vraiment à établir des lignes de conduite, savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que notre objectif peut... Je m'égare un peu. Étape numéro 2, alors exprimez votre objectif en termes mesurables. C'est-à-dire que pour que votre vie soit meilleure, où vivrez-vous? Pour qu'elle soit merveilleuse, avec qui la passerez-vous? Donc voilà, c'est vraiment donner des directions très claires. Troisième étape, fixer une échéance. Fixer une durée, si c'est dans un mois, 6 mois, un an. Étape numéro 4, choisissez un objectif réalisable. C'est-à-dire ne partez pas dans des gros objectifs de suite. Il vaut mieux faire des objectifs assez réalistes pour que vous voyez directement les résultats. Cinquième étape, élaborez une stratégie qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Mettez en place des routines, des protocoles qui vous seront propres. Après, il existe plein de routines sur Internet ou même par rapport à d'autres livres de développement personnel. Sixième étape, divisez votre objectif en plusieurs étapes. Ce qui revient en fait en gros à faire une seule chose à la fois. Si une étape ou un objectif est assez conséquent, essayez de le diviser en plusieurs parties pour vous permettre de faire les choses une par une. Et enfin, septième étape, soyez responsable de votre progression. C'est-à-dire félicitez-vous, soyez vraiment investi dans ce que vous faites. Et en gros, ne vous reposez pas sur les autres pour pouvoir faire vos chemins, quoi. Enfin, franchir vos étapes. Donc là, j'ai fini le chapitre
chapitre 13, oui, c'est bien ça. Donc là, j'attaque le chapitre 14. Chapitre 14, c'est le dernier livre de ce livre. Donc là, il nous donne vraiment les bases pour trouver notre formule, pour trouver la formule qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin. C'est, c'est, en fait, en gros, c'est trouver la démarche qui nous servira à établir vraiment tout ce qu'il faut pour justement ne plus subir notre vie, de la gérer, c'est d'adopter des modes d'adopter un meilleur mode de vie, d'être un peu plus à l'écoute de certaines personnes et surtout de s'impliquer un peu plus auprès de ces personnes-là, d'être un peu plus ouvert, moins centré sur soi-même, d'être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et surtout de savoir reconnaître ses erreurs et de savoir les reconnaître, les comprendre et surtout de ne pas les faire répercuter sur d'autres. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais enfin moi c'est ce que j'en ai tiré par rapport à ce 13e chapitre. Donc voilà, c'était la présentation du livre de Philip McGraw. Alors on gère sa vie, on ne la subit pas. Et ça m'a fait très plaisir de vous le présenter. J'espère que ça vous aura été très utile. Je répète qu'il est édité chez Poche Marabout. C'est un petit livre de poche qui se lit très vite. Après, bon, il faut rentrer dedans, c'est comme tout livre de développement personnel, c'est vrai qu'il faut rentrer dedans, c'est un peu long parfois, parce que c'est un livre aussi où il y a pas mal de témoignages, mais ça nous permet d'avoir certaines clés, notamment les mises en situation pour comprendre exactement le but du livre. Donc voilà, je, je tiens à vous remercier de votre fidélité, de votre écoute, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à apprécier ces audios, ces podcasts. Moi, ça me plaît vraiment de les faire, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose oui, qui me plaît, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je tiens juste à préciser, et même pas à préciser, mais à faire un petit coup de pub, parce que j'ai créé avec une autre personne un blog justement sur les livres de développement personnel où je fais des chroniques et où je vous présente des livres, notamment L'art d'aller à l'essentiel de Léo Babota, avec aussi The Miracle Morning de Hal Elrod. Et le troisième, qu'est-ce que c'était? Je ne sais plus. Oui, je ne sais plus, bref. Et le site, c'est le livre qu'il vous faut. Enfin, le livre qu'il me faut plutôt. Oui, pardon, c'est le livre qu'il me faut. Si en plus je sais même pas faire de la pub pour mon propre site, c'est n'importe quoi. Donc je répète, et je vais dire le nom du site correctement. C'est le livre qu'il me faut. Voilà, c'est un site où j'y fais des chroniques avec une autre personne qui s'appelle Jessie et que je salue. Et donc je vous invite à y aller. N'hésitez pas à partager cet audio. N'hésitez pas à faire un tour sur le site et sur le blog que je viens de vous citer, le livre qu'il me faut. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager. N'hésitez pas aussi à commenter. D'avoir des retours sur les audios me fera vraiment plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne semaine, très riche, voilà, très. Le mec qui a plus rien à dire. Je vous souhaite une semaine très riche, très complète, réalisez-vous à fond, faites ce que vous voulez, parce que ça vous permettra d'être le mieux. Je vous dis à une prochaine. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao.